Alors, la leçon 5, donc toujours MATLAB Lib. Donc, on va voir la typologie des graphiques et bien sûr les graphiques linéaires. On va commencer par les graphiques linéaires. Alors, tout simplement, typologie des graphiques, c'est la forme du graphique. Il y en a plusieurs, les plus courants, par exemple linéaire, barre, secteur, hein, qu'il y en a d'autres. Ou histogramme, donc un chauffe les autres, aucun n'est pas des graphiques plus sophistiqués, donc plus avancés, donc les nuages, etc. On va commencer par le graphique linéaire. Donc parmi tous les graphiques, le graphique linéaire est le plus simple. Par défaut, donc à chaque fois vous allez créer un graphique sans mentionner quoi que ce soit, donc il va créer un graphique linéaire. Donc on va par exemple prendre cette équation. Donc, y égale sinus 3 fois x divisé, le tout divisé par x. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire appel aux bibliothèques NumPy et PyPlot. Ensuite, on va générer le x et le y. Donc, le x, c'est NumPy. Donc, on va générer des nombres de moins 2pi fois jusqu'à plus 2pi. Et le y, ça va être, bien sûr, notre fonction d'après le x. Alors ensuite, je vais afficher bien sûr le graphique par défaut, donc x, y. Ok. Donc pyplot, point, la méthode plot, et je vais lui passer le x et le y sans mentionner quoi que ce soit, donc ni titre, ni couleur, ni taille de texte, etc. par défaut. Donc vous voyez que j'ai un graphique linéaire. Ça veut dire quoi linéaire? Ça veut dire que c'est un trait en continu. Voilà, c'est un trait continu. Vous pouvez maintenant étendre le cas. Par exemple, on va créer trois graphiques dans le même axe, bien sûr, trois tracés dans le même axe. Pour chacun, on a le même x, et pour le y, ça va différer. Donc, le premier, c'est sinus x sur x, ensuite sinus 2x sur x, ensuite le troisième, c'est sinus 3x sur x. Je vais les afficher les trois, donc voilà, donc le premier, le deuxième et le troisième. Ok? Chacun avec une couleur. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais par exemple paramétrer toujours, on parle des graphiques linéaires. Hein. On va paramétrer quelques options, par exemple, toujours le même graphique que celui-là. Mais je vais par exemple choisir une couleur différente pour chaque tracé. Pour le premier, je vais choisir cette couleur K, le deuxième la couleur M, et le troisième un code hexadécimal. Donc vous pouvez mentionner un code hexadécimal directement. Donc le K, vous avez un tableau de correspondance entre la couleur et le code. Donc le K, c'est le black. Et le M, c'est le magenta. OK? Ensuite, on va voir la couleur qui correspond à ce code hexadécimal. Donc le code hexadécimal, il commence toujours par un dièse. Ensuite, le code hexadécimal, bien sûr. Le A à F. On n'allait pas trouver un O ou un G ou un M. Et bien sûr, le style des traits pour le premier, c'est des tirés. Donc c'est une ligne discontinue, hein, linéaire mais de type discontinu. Ça, ce sont des tirés de 6. Et ça, c'est la même chose que précédent, line style. Donc vous remarquez là, pour le premier, on a mentionné la propriété line width. Donc on va augmenter la largeur du premier, donc celui-là. On va augmenter la largeur. Et le deuxième, on va utiliser les points tirés. Donc le premier, c'est une ligne discontinue. Le deuxième, c'est tirer et point, tirer et point, tirer et point. Et le troisième, la couleur avec les tirés et avec la propriété line style. Donc, vous pouvez directement mentionner ça ou avec line style égal. J'exécute le code, donc vous allez, voilà le résultat. Donc la couleur de chacun avec le code hexadécimal ou le code de couleur. Et line width 3 pour le premier, donc il est large. Et le style du tracé linéaire. Alors, on peut, par exemple, en ce qui concerne les axes, donc, au lieu d'avoir des chiffres de cette façon, donc ça c'est moins 2 fois pi, et ça c'est plus 2 fois pi, ok? Et ça c'est les valeurs de x, bien sûr. Je peux avoir ici, au lieu de, par exemple, les nombres, je peux afficher pi, moins 2 pi, 0, plus 2 pi. Donc, je vais mentionner le pi explicitement. Pour cela, donc, je vais utiliser la fonction xtix et ytix pour chacun. Donc pour le premier, je vais lui faire passer donc une liste.
Donc, le x tix, donc les tix, c'est les graduations, ok? Ce sont les graduations. Donc, je vais mentionner les valeurs réelles qui existent. Je vais prendre pour chaque valeur réelle, donc moins 2pi, moins pi, 0, ensuite plus pi et plus 2pi. Alors, ça, c'est la première liste. Deuxième argument de xtix, c'est la correspondance pour chaque entrée de la première liste. Donc, la première liste, ce sont les valeurs que je vais les remplacer, par leur équivalent. Et vous voyez que la deuxième liste, elle contient quoi? Elle contient des chaînes de caractères de type latex. Donc, le R, ça veut dire que vous allez interpréter ce qui se trouve entre guillemets. À chaque fois, je le mets avant les guillemets. Voilà, avant les guillemets. Donc, vous allez l'interpréter comme, bon, bien sûr, on n'a pas comme régulière expression, des expressions régulières, mais comme le dollar, ça veut dire comme un code latex. Donc, moins 2 pi. Ça, c'est le code latex correspondant à moins 2 pi. Ça, c'est moins pi. Ça, c'est 0, normal. Ça, c'est plus pi. Et ça, c'est plus 2 pi. Pour le y, tix, donc je vais mentionner la première. Donc, je vais prendre une liste des valeurs que je vais remplacer. Donc, le moins 1, le 0, le plus 1, et jusqu'au 3. 2 et 3. Je vais les remplacer par toujours des expressions, donc du code latex, mais je vais remplacer par moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Donc pour chaque entrée, donc on a le nombre moins 2 pi au début, qui était normalement moins 6, a été remplacé, bien sûr, le tix, ça va travailler avec le tix, moins 2 pi. Ensuite, moins pi, voilà, 3,14 à peu près ici, moins pi, 0, plus pi, plus 2 pi. Plus 2 pi à peu près ici, voilà, les tix, ok? Et la même chose avec y, donc il a remplacé, il a pris que des tix, il a supprimé les 0,5, il a pris que ceux mentionnés dans la fonction ytix, voilà. Mais il reste un autre problème, c'est les axes et la bordure. Donc ça, ce qu'on appelle les spins. Les spins, ça c'est la bordure de l'axe. Donc on va supprimer ces spins, donc ces axes. Je vais garder que ces deux-là et je dois les déplacer pour les mettre dans un axe croisé dont le début est 0, 0, donc cartésien. Donc, pour cela, je vais utiliser une autre fonction, donc la fonction spin. La fonction spin de l'axe, bien sûr. Bon, tout ça, on a vu déjà tout ça, donc il affiche l'axe normal, mais pour le déplacer comme sur la figure, donc c'est le résultat qu'on cherche, donc on va utiliser cette partie-là. Donc, cette partie, elle dit quoi? Donc, on va utiliser, bien sûr, la fonction spin. Spin, ça veut dire l'axe. Et avant d'utiliser les spins, on doit récupérer l'axe, notre axe. Ça veut dire tout ça, qui contient les tracés, les graphes, les tics, etc. On doit le récupérer dans une variable. Donc la variable ax égale pyplot.gca. GCA, ça veut dire que get current axe. On a déjà vu dans la leçon précédente la fonction ou la méthode GCF. GCF, ça veut dire get current figure, pour récupérer une figure. Et GCA, c'est pour récupérer un axe dans la figure. Donc, get current axe. Donc, je vais récupérer l'axe, tout cet axe dans une variable. Ensuite, cette variable, je vais utiliser sa méthode. Donc, spin. Spin, ça veut dire les axes. Plutôt, non pas les axes, mais les axes. Je peux dire ça, les axes. C'est 4 bordures. 4 bordures. C'est 4 spins. Donc, on a 4. Top, bottom, right et left. OK? Ça, c'est left. Ça, c'est bottom. Alors, top et right, je vais les supprimer. Pour cela, je vais utiliser spin right. OK?
Ça veut dire que cette partie-là, je vais sélectionner cette partie. Donc j'utilise la variable qui contient l'axe, point spin right, ça veut dire je vais me focaliser sur cet axe, hein, ce trait. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire appel à la propriété, à la fonction setColor, cette méthode, setColor, donc pour choisir la couleur de la spin, et je vais mentionner none, c'est-à-dire pas de couleur. La même chose avec top. Top. Donc pas de couleur pour le top, pas de couleur pour le right. Donc ils vont disparaître. Voilà. Alors, je vais commenter cette partie pour voir le résultat. Ensuite, on va... Voilà, j'exécute. Et 3, ça veut dire qu'elle est en train d'exécuter le code. Voilà le résultat. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé les deux. Donc, spin, top et right. Couleur non. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à déplacer ces axes. Bottom et left. Ça, c'est left, ça, c'est bottom. Je vais le déplacer vers le 0. Donc, cet axe, l'abscisse, je vais le déplacer vers le 0,2 des ordonnées. Et l'axe des ordonnées, je vais le déplacer vers le 0,2 des abscisses. De cette façon, ils vont se croiser dans l'origine 0,0. Hein? Pour cela, je vais utiliser la commande. Cette commande, donc je vais l'axe, le X, donc je vais me focaliser sur X-axis de la variable axe, bien sûr, l'axe complet. Donc je vais sélectionner son X-axis, ça veut dire l'abscisse, celui des abscisses ou des X. Ensuite, cette X, position bottom. Ça, je pourrais ne pas écrire ce code. Pourquoi? Ce code, ça veut dire que vous allez, les tics, les graduations vont être positionnées sur l'axe des abscisses, bottom, donc en bas, là où il y a le trait. Ça, elle est optionnelle. Je pourrais ne pas faire ça. Mais pour s'assurer que les graduations ne vont pas ailleurs, donc je vais bien les mentionner, donc je vais bien les paramétrer pour s'afficher bottom, en bas, pour qu'il s'accorde avec le trait qui va, donc la spin bottom. Si je fais par exemple le top, donc la spin, le trait va rester en bas, bottom, donc parce que je ne l'ai pas supprimé. Et ces tics, il va prendre, les tics vont dans la partie supérieure, top. Mais de cette façon, donc j'aurai un graphique qui n'a aucun sens. Donc normalement, les graduations ou les tics doivent être sur la spin bottom. Donc pour cette raison que je vais bien préciser, donc les spins, donc les spins, les tics, plutôt les tics, vont se positionner dans la position bottom. Ça veut dire sur la spin bottom. Ensuite, je vais mentionner, je vais taper le code suivant. Donc, je fais appel à la fonction spin de l'objet et je vais choisir bottom, comme avec right et top pour changer la couleur, mais cette fois-ci pour faire autre chose. Donc, je vais me focaliser. Donc, je vais sélectionner la spin bottom et je vais paramétrer sa position. Donc, cette position, la méthode cette position de la spin bottom de l'objet axe, ok, je vais la mettre où? Donc cette méthode, elle accepte un seul argument, c'est un tuple. Et ce tuple, il contient quoi? Il contient la première valeur, c'est data toujours, bon, il y a data ou axe ou outward. On a plusieurs options, donc data ou axe ou outward, et le chiffre 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais, puisque j'ai sélectionné la spin bottom, je vais la positionner où? Dans la valeur 0 de Y. Ça veut dire la spin right, left, ou l'axe désordonné. C'est ce que veut dire ce tuple, donc ce paramètre. Passer à la méthode, bien sûr, cette position. OK? Ensuite, je vais prendre toujours pour left les tics, comme pour les tics de bottom,
les ticks, je vais les mettre à gauche et non pas à droite, pour que les valeurs soient sur la spin à gauche, ça veut dire l'axe des ordonnées. Et bien sûr, je vais sélectionner la spin à gauche et je vais paramétrer sa position pour la mettre dans le 0 de la spin bottom ou le 0 des axes des abscisses. Voilà. J'exécute le code et voilà le résultat. Donc j'aurais pu ne pas utiliser ces deux commandes, hein, bottom et left, pour les ticks. Normalement, par défaut, les valeurs vont, voilà, j'ai commenté, donc je n'ai pas exécuté ces deux lignes de code qui ont pour intérêt de positionner les ticks ou les graduations. Donc par défaut, bien sûr, l'axe, les graduations, les ticks sont sur leur axe respectif. Ok, mais ça, je les utilise, ces lignes, pour bien s'assurer que les graduations vont être affichées sur les spins ou les axes. Ok. Maintenant, si par exemple je fais par exemple les ticks, hein, les valeurs, je vais les mettre top en haut. Donc pour voir le résultat, donc voilà. Donc les graduations ne sont pas sur la spin bottom. Donc voilà. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est comme de cette façon le graphique n'est pas vraiment clair. Ok. Mais si je les mets bottom pour s'assurer que les graduations vont être positionnées sur les spins bottom et left. Et bien sûr, cette ligne, c'est pour déplacer cette position, déplacer la spin bottom, hein, l'axe des abscisses, sur le 0 de l'axe des ordonnées. Donc j'aurais pu, par exemple, faire axe et mentionner la valeur 0,5. Donc 0,5, vous voyez le résultat, donc ça va être axe, j'aurais pu mettre par exemple outward 10 ou voilà, donc axe, la même chose ici, 5, voilà. Donc là, bien sûr, j'aurai toujours la variable. Donc l'axe, elle est déplacée non pas sur la position 0, mais sur la position, une autre position. Donc en tout cas, pour voir les valeurs à utiliser, donc pour voir les paramètres, donc normalement cette valeur, on doit toujours mettre data 0 pour la mettre dans l'axe, le 0 de l'axe des ordonnées ou des abscisses. Voilà. Vous pouvez mettre outward ou bien sûr axe. Ensuite, mentionner d'autres paramètres les concernant. Là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autre chose. On va ajouter une sorte d'étiquette pour mentionner un point bien précis dans le graphique. Par exemple, j'aimerais bien mentionner ce point-là, hein, cette partie-là, ce point. J'aimerais bien la cibler ou donner une information la concernant. Par exemple, pour dire que non, sur ce point, c'est arrivé quelque chose. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir ce résultat. Pour dire que à ce point-là, la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. Par exemple, j'aimerais bien ajouter ça. Donc, pour faire ça, donc, je vais utiliser une fonction spéciale, une autre fonction spéciale de matplotlib, c'est la fonction annotate ou la méthode annotate. Donc cette fonction, elle permet de faire quoi? De paramétrer vers quel endroit la flèche va mentionner, va fixer, donc sur quel point je vais cibler le texte, donc la flèche, le point d'origine, donc le point que je vais le préciser, le type de la flèche, sa forme, ok, sa forme, le texte, la position du texte, et la taille du texte et autre chose. Bien sûr, bon là, j'ai le code déjà qu'on a déjà vu, hein, avec les ticks. Hein. Ça, c'est la position
des axes pour les mettre à 0, l'origine, point d'origine 0, 0, une intersection dans le point 0, 0. Et pour cette partie-là, donc je vais utiliser ce code-là. Donc j'utilise la fonction annotate. Donc cette fonction, je dois lui passer des paramètres. Les paramètres, c'est quoi ça? Premier paramètre, c'est le texte à afficher. Donc le texte, j'ai passé un code latex. Voilà, latex, donc entouré par des dollars et précédé par un R. Donc ça veut dire que je vais afficher un code latex. Le code latex, le voici, donc la limite x entre accolade x divisé x, ensuite tout à 0, le tout va être interprété comme la flèche, cette flèche-là, 0. La fraction, c'est la division, la fraction de sinus x, voilà, sinus x et x. Donc, fraction de sinus x sur x, donc égale 1. Voilà, égale 1. Donc, voici l'interprétation du code latex après compilation. Donc, je vais avoir ce résultat. OK? Deuxième paramètre, x, y, toujours égale l'origine, le point que je vais cibler. Donc, c'est 0, 1. X, 0, y, 1. Donc, c'est ce point-là. Voilà. Ensuite, x, y, courte égale data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser les coordonnées de mon graphique, de mon axe, l'objet axe. Ça veut dire ce point-là. Donc, je ne vais pas mentionner d'autres coordonnées. Je vais utiliser les coordonnées de cet axe pour qu'il pointe vers la valeur que j'aimerais bien la cibler, la pointer. Voilà. Quatrième argument, c'est x, y texte. X, y texte, je vais passer une liste des coordonnées du texte. Le texte ne va pas être sur ce point. Il doit être décalé. Décalé de combien? Donc la liste 30 points, 30 points. Donc 30 points à droite de ce point et 30 points haut. Donc il va se positionner ici, il va commencer à cet endroit. 30 points et 30 points. 30 points vers la droite et 30 points, donc à partir de points que je vais cibler, donc 30 points vers la droite et 30 points vers le haut. Je vais avoir cette position. Donc il va être s'afficher ici. Si je mets 0, 0, il va être affiché ici, donc il va écraser la flèche, ça n'aura aucun sens. Ensuite, la taille du texte, c'est 16. Voilà, 16 pour augmenter sa taille. Voilà, font size. Texte court égale offset point. Offset point, ça veut dire un décalage de 30 points à gauche, à droite, 30 points haut de point d'origine. Donc, un décalage du point d'origine, offset. Et arrow, le dernier argument, c'est arrow props, donc les propriétés de la flèche. Hein. Je vais passer, bien sûr, un dictionnaire qui contient quoi? Il contient le style de la flèche, donc tiré de 6 supérieur, ça veut dire un trait et une flèche. Voilà. Et connexion style égale arc 3 rad égale 0,2. Ça veut dire un arc. Hein? Là, si vous voyez, si je fais un zoom, ce n'est pas un trait direct, c'est un arc. Il est un petit peu courbé. Donc la flèche, le trait, il est un petit peu courbé de 0,2 radian. Donc plus rad est grande, plus la courbure de l'arc du trait est grande. Ok? Donc je vais afficher le résultat, ensuite on va modifier. Donc j'exécute le code et voici le résultat. Voici le résultat. Maintenant, si par exemple je change cette position 0, 0, donc vous voyez que le texte est sur le point d'origine. Donc il a écrasé. Donc je vais faire un offset, bien sûr grâce à offset point. Ça veut dire un décalage de 30 points par rapport au point ciblé. Le style de la flèche, donc j'exécute pour avoir là, le style de la flèche, je vais changer ça. Donc je vais mettre par exemple, je peux ajouter une barre. Donc une barre verticale. Si j'exécute, vous voyez que la flèche est fermée avec une couleur de remplissage. Je peux faire par exemple un crochet ouvert. Un crochet ouvert. Voilà, un crochet ouvert. Voilà le résultat. Hein?
comme un intervalle par exemple. Je peux mettre par exemple euh, inférieur tiré de 6 supérieur. Donc j'aurai une flèche dans les deux sens. Voilà. OK? Voilà. Ça, ce sont des exemples, hein. Et bien sûr, connexion style. Donc je vais. Voilà. Connexion style. Donc c'est un arc. Et le radian. Je vais augmenter le radian. Je vais mettre 0,9. Et voilà le résultat. La flèche, elle est plus courbée, hein. Et si je mets 0, je vais avoir un trait droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle, voilà, direct. Donc 0,2, très bien, ça veut dire qu'il est un petit peu courbé. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour afficher ce texte, pour bien préciser un point spécial dans le graphique, par exemple. Maintenant, on va voir les graphiques linéaires avec Panda. Ok? Donc, présentons maintenant le cas plus pratique, ça veut dire un cas réel. Donc, on va passer par, puisqu'on travaille avec Panda, n'oubliez pas, donc les étapes de manipulation des données. Donc, avec Panda, on fait le chargement, l'assemblage des données, donc la préparation des données, la transformation des données, et donc les étapes qu'on a vues dans les sciences précédentes. Pour la manipulation des données, donc on a trois étapes. Okay. On a la préparation des données, on a la transformation des données. On a également l'agrégation ou le regroupement, l'agrégation des données. Donc pour avoir, par exemple, un résultat final, synthétiser les données dans notre data frame. Hein. Donc en général, on aura un nombre scalaire, mais on peut avoir des data frames toujours avec des nombres scalaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation ou le regroupement avec, bien sûr, la méthode group by. Donc ça, ce sont pour préparer les données. Ensuite, après la préparation, donc après la manipulation des données, lorsqu'on aura un data frame bien nettoyé, bien dont les informations sont claires et correctes, donc on va les afficher. Donc comment faire? On va afficher un data frame. Donc ça, c'est le cas réel. Donc, dans cette partie, on va parler d'un cas réel dans lequel on va afficher un data frame pendant. Dans un graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr importer PyPlotLib, on a déjà fait ça, NumPy et Panda. Ok. Ensuite, je vais créer un dictionnaire. Le dictionnaire, il contient trois clés. Série 1, série 2, série 3 et leurs valeurs respectives. Ensuite, je vais créer un data frame. Le data frame égale, toujours, j'appelle la méthode data frame et je passe le dictionnaire. Ça, c'est la méthode classique, la plus utilisée pour créer un data frame. Bien sûr, dans la pratique, on va importer à partir d'une base de données ou un fichier texte ou un fichier binaire. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préciser les valeurs des abscisses. Donc, je vais utiliser la fonction arrange de NumPy donc pour générer des chiffres de 0 à 4. Et bien sûr, je vais utiliser PyPlot axis pour mentionner le maximum et le minimum et le maximum de l'axe des x et le minimum maximum de l'axe des ordonnées ou y. Ensuite, j'appelle bien sûr plot, la méthode plot pour créer le graphique. Je vais lui passer pour les x le x qui contient les chiffres de 0 à 4. Donc je vais lui faire passer le x et le data frame comme y et je vais créer une légende pour différencier, puisque normalement j'ai trois séries, donc je vais différencier trois tracés de graphique. Et j'affiche le data frame, et voilà le résultat. Donc le data frame, les axes pour chaque série. Donc série 1, série 2, série 3. La légende, elle contient bien sûr les étiquettes du dictionnaire. Voilà. Donc il a obtenu les noms de chaque série à partir du dictionnaire. J'aurais pu faire df. Donc c'est la même chose, il va m'afficher une légende d'après le nom de la colonne. Voilà. Et les tracer avec chacun la couleur.